Bonjour, nous sommes déjà le 11 janvier 2026, avec bon, que la neige qui est tombée, la neige qui est tombée, et qui a rendu cette nuit-ci, bon, le sol gelé, gelé. On a de la glace, on n'a plus de la neige, on a de la glace du fait du froid de la nuit, on a de la glace, donc les routes sont, on va dire, plutôt glaciales, l'environnement est glacial. Euh, Non, ça fait une semaine qu'on a connu ça, mais c'est bien, hein. Bon, c'est de les geler pour les terres, c'est magnifique. Euh, Maintenant, quand il fait froid, c'est vrai que comme un dimanche comme celui-ci, bon, comme il y a de la glace, il y a énormément de glace, bon, j'imagine moins de véhicules qui roulent. Les gens vont rouler plus pour voilà, des choses très importantes à faire de la journée, parce que sinon, le dimanche, c'est un jour de repos. C'est un jour aussi, les gens ne veulent pas rouler parce qu'ils veulent rester à la maison, en famille. Donc, mais plus de ça, étant donné la glace, bon, ça dissout, ça dissuade bon, les gens à vouloir sortir voilà, par un temps pareil. En plus que ça peut être dangereux si, avec la glace, on peut, je veux dire, justement face à un incident, voire un accident assez rapidement à cause des conditions météorologiques, hein. Voilà. Alors ici, je vais faire une vidéo qui va débuter de voir voilà, le tableau de Mendeleïev. Voilà, donc ça va être vers le tableau de Mendeleïev. Je ne vais pas voir le tableau de Mendeleïev tout de suite, puisqu'en fait, je vais vous montrer comment Mendeleïev a établi un petit peu ce tableau. Alors, Mendeleïev, il peut s'écrire de différentes façons. Je vais plutôt appeler ça, dans un premier temps, le tableau périodique des éléments. Parce qu'il y a une période, hein. Ce sont les 7 périodes, voilà. Périodique. Les éléments, c'est une carte d'identité de chaque élément existant sur Terre et dans l'univers. On connaît. On connaît. Voilà. Donc, le tableau périodique des éléments. Alors, parce que il n'y a pas eu tout de suite une classification. Alors, tout d'abord, je connais quelqu'un avant de commencer quoi que ce soit. Je peux vous dire que je connais quelqu'un d'origine voilà, russe qui était à l'université en Russie, notamment à l'université où Mendeleïev a étudié. Dans cette université, en son hommage, ils ont mis un grand tableau, justement, qui est au mur, un très grand tableau, le Mendeleïev qui est au mur, en hommage à ce monsieur Mendeleïev qui a euh, établi une classification périodique des éléments. Et actuellement, on utilise toujours son tableau. C'est son tableau voilà. Alors, Mendeleïev, qui donne, je crois, certains l'écrivent comme ceci, Mend, Mendeleïev, Mendeleïev. Voilà. Alors, d'autres vont l'écrire Men, Mendel, comme, voilà, comme Mendel, comme celui qu'on retrouve, le pasteur Mendel, en biologie, hein, il y a un certain. Mais ici, c'est Mendeleïev. Alors, certains vont l'écrire comme ça, et d'autres vont l'écrire autrement. Mendel, avec un E. Alors, ils mettent un tréma, avec un tréma, voilà, sur le I. Bon, alors peut-être vous allez voir encore d'autres, mais ça fait un peu étrange, hein. De toute façon, ça, c'est un nom qui est francisé, parce que bon, c'est un nom qui est francisé. Voilà. Si on le regarde en russe, bon, j'imagine qu'il n'y a une seule écriture. Bon, en français, il y en a plusieurs. Voilà, ça, c'est la petite histoire. Bon. Alors, sachez que bon, Mendeleïev, il a établi un tableau constitué, je veux dire, périodicité. Il a remarqué qu'il y avait une périodicité. Et d'ailleurs, je vais essayer d'établir cette périodicité. Mais avant ça, les chimistes connaissaient déjà, euh, au travers d'un scientifique qui s'appelle Monsieur Boyle, à l'époque de Boyle. Alors, je verrai un petit peu Boyle, 1627, 1691. Alors, je vais le voir dans un petit instant, hein. Bon, je vais en parler. C'est le XVIIe siècle, hein. C'est l'âge d'or du XVIIe siècle de la science. Là, à ce moment-là, hum,
il connaissait déjà 12 éléments. Alors quand il connaissait le 12 éléments, il connaissait son poids spécifique, sa densité, voilà, le type de matière et tralali tralala. Il connaissait beaucoup de caractéristiques, masse volumique, de densité, poids spécifique et tralali tralala, euh, des matières. Donc ils savaient à quoi ils avaient affaire quand ils mesuraient, voilà, quand ils avaient le poids, ils savaient en quoi, quelle matière ils avaient. Voilà. Et au travers de la masse volumique, ben voilà, ils savaient trouver quelles matières ils avaient. De toute façon, les matières, ils les connaissaient. Voilà. Et là, ils connaissaient déjà 12 éléments à cette époque-là. Bon, c'est très peu, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est très peu. Alors, je rappelle qu'avant ça, il y a eu l'âge de bronze, il y a eu l'âge de fer. Voilà. Puis il y a eu toutes ces verreries-là, c'est de la chimie, hein. Les verreries, ça reste de la chimie. Les médicaments, ça reste de la chimie. La métallurgie, ça reste de la chimie. Mais en tout cas, il y a eu l'âge de fer, l'âge de bronze. Voilà, puis il y a eu l'âge de l'acier, l'âge du pétrole, mmh, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, heu, au niveau des matières premières, des minéraux, heu, extraits, généralement du sol, principalement du sol. Bon, les premiers, je comprendrais que, heu, les premiers habitants sur terre n'avaient pas à creuser parce qu'ils avaient tout déjà l'état natif qui ressortait comme ça. C'était déjà exploitable. Maintenant, on retrouve moins d'état natif au sol, hein. Il faut bien sûr, plutôt creuser que trouver au sol. Ah, on trouve encore des choses au sol, hein, mais je veux dire par exemple, trouver du sel gemme, voilà, ça on peut trouver du sel, le sable, on peut le retrouver. Voilà, mais il y a beaucoup de choses, bon, le sable, on en a consommé beaucoup, notamment pour les fabrications des des habitations, des immeubles et des appartements et des buildings, qui interviennent, voilà, pour faire, voilà, pour, faire du mortier. On a besoin de sable et de ciment pour faire du mortier, donc heu, le sable, notamment le sable marin, bah, il était beaucoup utilisé, hein. Il était beaucoup utilisé. Il faut trouver, quand on a exploité beaucoup de sable, il faut trouver d'autres endroits où il y a des sables marins pour pouvoir voilà, donc c'est vrai qu'il y a l'exploitation au fur et à mesure du temps qui fait que, bon, on a de moins en moins de matériaux ou de minerais qui se trouvent à même le sol. Il faut aller chercher loin, en dessous des mers, au-dessus des océans, voire dans des zones qu'on n'aura jamais exploitées, par exemple, des zones glaciaires, et aller, voilà, piller ces fonds. euh, C'est pour ça que je dis toujours, quand je parle de certaines vidéos, il faut laisser aux générations futures. Voilà, l'être humain n'est pas comme ça, hein. Il exploite tout ce qu'il a en concentration le plus vite possible, ce qui va et un énorme problème pour les générations futures, hein. Quand on se pense aux générations futures, voilà, quand ils vont créer les barres, ils vont creuser dans les bas-fonds, et puis après, quand tu auras plus à creuser, je veux dire, tu auras retrouvé, retourner à l'âge de pierre. Alors, bien sûr, il y a eu Boyle, bien sûr, il y a eu Antoine Lavoisier. Il y avait des métiers, là, Boyle, il avait plusieurs métiers, hein, voilà. Avant d'être un scientifique, il était autre chose. Comme Antoine Lavoisier. Voilà. C'est le plus grand chimiste, hein, qui est intervenu pour remarquer qu'il y avait dans les réactions chimiques, voilà, des facteurs de pondération qui rentrent en jeu. On avait aussi des lois de proportion, des lois de pondération de proportion qui rentrent en jeu. Donc, euh, ça, c'est Antoine Lavoisier. Et à cette époque-là, euh, c'est pas lui, on va dire en gros, hein, euh, une trentaine, on va dire 30, une cinquantaine d'années, un demi-siècle après. Alors, un demi-siècle après, ouais, on était déjà 31 éléments. 31 éléments. Là, la découverte de 31 éléments, c'est un petit peu, mais au moins, déjà, à l'époque d'Antoine Lavoisier, on savait faire déjà pas mal de choses. Alors, comment sait-on qu'il y avait 31 éléments? Ce qui est bien, c'est que beaucoup de grands savants, mathématiciens, voire scientifiques de toute époque, heu, voire même à l'époque romaine grecque, et il y en a qui faisaient des traités, hein. Ils écrivaient, voilà, ils écrivaient, ce qu'ils avaient découvert, et donc dans un des traités de chimie même, Lavoisier avait déjà, heu,
écrit que il y avait 31 éléments qui étaient déjà cités dans son traité. Donc, ce qui veut dire que on savait déjà qu'il y avait au moins 31 éléments de connus. Bon. Ensuite est venu 1850, on n'était pas loin des savants atomistes, là. On commence à approcher les savants atomistes à cette époque-là. On commence, hein, je veux dire, parce que la grande épopée, c'est voilà, 1900, et après 1900, bien sûr. Euh, Là, on a environ 60 éléments connus. 60 éléments connus. Alors, vous allez me dire, bon, ils écrivaient ça sous forme, voilà, dans une feuille, ouais, et ils écrivaient les éléments, ils pouvaient les organiser par ordre alphabétique, pourquoi pas. Voilà. Mais là n'est pas encore intervenu, je veux dire, la recherche d'une classification. Non, là, on commence à se dire que il y a quelque chose d'intéressant dans les éléments atomiques, les éléments. Donc, on va essayer de tenter non plus de répertorier tout dans des feuilles, mais de les classifier sous forme d'un tableau. La meilleure classification qu'on peut faire, c'est sous forme d'un tableau. Et il remarquait que justement, on peut le faire dans un tableau parce qu'il y avait une organisation par groupe, et sous-groupe et famille. Donc, c'est un tableau à deux dimensions. Donc, on peut classifier sur un tableau à deux dimensions. Donc, on a la recherche de la classification, voilà, des éléments. De tous les éléments. Bon, bien sûr, au fur et à mesure que les années passent, bon, on trouve de nouveaux éléments. Alors maintenant, la découverte, comment on appelle ça? L'époque, je veux dire, des sorties dans l'espace, qui est la conquête spatiale, hein, la conquête spatiale. Mais bien sûr, vous aurez compris fait, eu la découverte de nouveaux éléments, de nouveaux éléments, notamment, euh, voilà, euh, la découverte spatiale est venue avec un lot aussi de trouvailles. Alors, en 1830, 1860, 1830, bon là, les savants atomistes ont déjà fait, je veux dire, leur trouvaille. Ah, non, 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 je m'excuse, on est en 1800, je m'excuse. On est proche des savants atomistes, moi. 1800, parce que on est après 1850, hein. On est après 1850. C'est-à-dire que là, on en avait environ 60. Et là, on arrive entre 1830 et 1860. On est d'autant plus proche que des savants atomistes. Bon, c'est une période, hein, c'est une période. Alors là, à ce moment-là, on a déjà des familles d'éléments qui présentent des propriétés analogues, hein. Alors, par exemple, on constate quelles sont les propriétés analogues que l'on a. Ben, c'est quand on travaille avec le chlore, euh, voire le brome, voire l'iode. Bon, un petit instant. Euh, Justement, vous aurez compris que ça, c'est la famille Zeta. C'est la famille Zeta. Fluoride brome. Fluoride brome. Bon, il y a le fluor, hein. Il y a le fluor, c'est la famille Zeta. Donc, le chlore, l'iode et brome ont des propriétés là, analogues, qui se ressemblent. Donc, c'est la famille, en fait, vous aurez compris que ça, c'est la famille qui sont les halogènes, hein. C'est la famille des halogènes. Donc, il y a des propriétés ressemblantes. Donc, on peut se dire, bon, on peut les classifier déjà cela Alors, on remarque aussi que c'est la même chose pour le lithium, le sodium et le potassium, qui est la famille des métaux alcalins. Voilà. Donc, on remarque qu'on a pas mal des familles qui commencent à jaillir. Voilà, on a le lithium, voilà, le sodium, on va dire le potassium, voilà, qui sont des familles de métaux, la famille de métaux alcalins. Donc, ils ont des propriétés qui sont analogues. Alors, je vous rappelle que ici, c'est les alcalins, c'est les meilleurs conducteurs d'électricité et de chaleur, hein. Mais le problème, on ne sait pas voilà, il faut les garder, je veux dire,
bah, il faut les garder dans du pétrole brut. Sinon, ils sont fortement réactifs, hein, fortement réactionnels. Ils sont fortement réactionnels. Donc, il faut le maintenir, par exemple, dans du pétrole brut, par exemple, c'est pour cela, pour qu'ils ne réagissent pas. Voilà, il faut l'isoler de l'air, qui est directement une réaction avec l'oxygène. Alors, je me rappelle que c'est ça pour la petite histoire, hein, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de raconter. Les francium, je ne sais pas si la Corée était isolée, hein. Parce qu'à un moment donné, on ne savait pas l'isoler, le francium. Le francium qui fait partie de la matière, des alcalins. Voilà, c'est en période 7, 9, 1, période 7. Bon, c'est le francium. Voilà. Alors, après tout ça, vous aurez compris qu'est venu, comment savoir qu'il y a des éléments voilà, qui peuvent se classer par famille, hein, famille, hein, bah, c'est une famille des halogènes, famille des métaux alcalins. Et justement, une classification actuelle, donc en 2026, ben, c'est celle qui a été trouvée qui a été formée. C'est lui qui a formé cette classification. Elle est basée sur celle proposée par Mendeleïev Mendeleïev qui est 1834, 1907. Donc 1834-1907 vient Mendeleïev. Donc, Mendeleïev, c'est on est de naissance 1834, voilà, et décédé en 1907. Alors, Mendeleïev, lui, justement, il va proposer justement une classification. Lui, il va se baser directement sur une classification, étant donné, comme je l'ai expliqué, bon, il existe beaucoup de choses. Et ça, justement, je vais former le tableau de Mendeleïev. Je vais dire, comment a-t-il fait? Comment a-t-il remarqué qu'il y avait quelque chose qui revenait à chaque fois? C'est le but des vidéos suivantes. Parce qu'ici, je fais juste un historique, voilà, euh, du tableau de Mendeleïev, de la classification du tableau de Mendeleïev. Et bien sûr, quand ça s'est produit il y a très longtemps. Quand est-ce? Mais regardez bien, euh, la recherche de la classification d'éléments, c'est entre 1830 et 1860, est venue la classification en 1869. Voilà, en 1869. Voilà, et donc, cette vidéo ne va pas aller plus loin que de faire un historique, parce qu'après, je montrerai, parce que, comment, en gros, tu fais, en gros, hein, parce que quelque part se cache d'énormes secrets dans le tableau de Mendeleïev. Il y a des raisons à ça, hein, parce que il dit masse croissante, il dit l'atome devient plus grand, s'il devient plus grand, il a un rayon plus grand, s'il a un rayon plus grand, l'électronégativité va jouer, l'électropositivité va jouer, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est pour ça que alors, un élément n'est pas l'autre. Pourquoi? Parce que justement, qu'est-ce qui fait la différence entre deux éléments? C'est le nombre d'électrons. Voilà. Quoi appelle-t-on l'hydrogène? L'hydrogène, pourquoi l'hydrogène est différent de, pourquoi l'hydrogène, pas l'hélium? Parce que l'hydrogène qu'on a appelé hydrogène, hein, on a attribué un nom à l'hydrogène, c'est un élément avec un électron. Pourquoi a-t-on attribué à l'hélium? Bon, l'hélium, ça vient d'hélios, ça vient du soleil. Voilà. Mais l'hélium, on en trouve dans le soleil. Mais pourquoi l'hélium est différent de l'hydrogène? Mais parce qu'il a deux électrons. Voilà. Pourquoi le lithium est différent euh, de l'hélium et de l'hydrogène? Parce qu'il a trois électrons. Et ainsi de suite. Donc, ils ont tous un nombre d'électrons différents. Et c'est ce qui constitue chaque élément à, je veux dire, chaque élément à. Alors, derrière se cache bien sûr de l'énergie, hein, des forces et de l'énergie. Alors, les forces, c'est ce que la Terre possède. On a les forces de gravitation. Bon, ce qui maintient, je veux dire, euh, tous les corps entre eux. Voilà, et plus les forces, toutes les particules entre elles, hein, elles sont tenues en forme de sphère, parce que c'est isotropique. C'est isotropique. C'est isotropique, voilà, la gravitation, elle se fait un petit peu de la même façon partout. Voilà, ce qui fait que tout est tiré vers le centre de la Terre, mais en plus de ça, euh, on a des forces, voilà, de euh, centripète et centrifuge.
Le fait que bon, on a un mouvement de planètes qui font que, je veux dire, il y a un équilibre entre toutes ces forces-là, force de gravitation, force, centripète, centrifuge, par là, tout un équilibre qui fait qu'on a des sphères. Toutes les planètes sont des sphères. Et pourquoi, je veux dire, on reste un être humain ne s'éclate pas? Ben, c'est un petit peu parce que, je veux dire, il y a toutes des forces qui maintiennent en équilibre. Voilà. Et, il y a toutes des forces, hein. En dehors de la pression atmosphérique, hein, voilà, des forces de pression. En dehors de ça, que maintenant, si on va dans le fin fond des mers, vous allez ressentir la pression. Et fortement, parce qu'on peut même, là, c'est une très forte pression, hein. Là, on est comprimé, dans le fin fond des mers. Donc, je veux dire, là, c'est une compression très forte. Mais je veux dire ici, si on est maintenu parce qu'on a des forces, on a des bonnes forces. Imaginez-vous si on avait des forces qui nous attiraient vers l'extérieur, ben, tout serait décomposé. Or, tout est bien fait, tout est bien fait. Voilà, le monde l'univers qui nous entoure est bien fait. Voilà, on a toutes les forces qui peuvent tirer vers un centre, qui donne, on a des planètes rondes, parce qu'on a une isotropie, la goutte d'eau, pourquoi elle est sphérique? C'est un petit peu ça, c'est tout, parce qu'on a toutes des forces, qui fait que, voilà, elles sont bien réparties en tout, et qui sont dirigées vers le centre, de la sphère de la goutte. Voilà. Enfin, de la sphère. C'est pour ça qu'on a des sphériques. Alors maintenant, on peut considérer que la sphère, c'est un modèle atomique et que là, à ce moment-là, vous aurez compris, on a des forces électriques de Coulomb, hein. Parce que c'est des charges, dans le noyau, on a des charges plus et on a les électrons, on a les forces de Coulomb. Donc, vous voyez qu'il y a des attractions plus et moins, qui fait qu'on a une stabilité électrique, mais notamment on a des forces aussi, voilà, forces centripètes et centrifuges parce que ça tourne aussi, hein. Ça tourne aussi. Au niveau des électrons. Donc il y a des équilibres parfaits aussi bien pour la Terre que pour, le système planétaire que pour le système, atomique. Voilà. Donc c'est pour vous dire que bon, se cache beaucoup de secrets dans l'atome. Des rayons atomiques, des masses atomiques, un nombre d'électrons bien défini, des charges électriques, se cache beaucoup de choses, il y a beaucoup de secrets. Donc le taux de classification, c'est comment doit-on l'établir? Doit-on l'établir? C'est tout en sachant qu'on est qu'en 1869, hein. Voilà. Bon, mais ça, je ferai ça dans une vidéo suivante. Alors ici, c'est juste l'historique. Alors, je vais lire juste l'historique des parents. Le 17e siècle, c'est quoi? Ouais, le 17e siècle commence le 1er janvier 1601 et finit le 31 décembre 1700. Voilà, donc c'est le premier en 1601, 1er janvier 1601. Et finit le 31 1700. Il s'étend entre les jours Julien, bon, allez, ils ont donné les jours Julien. En France, les historiens font commencer le 17e siècle avant l'assassinat du roi Henri IV en 1610. Ils le font terminer avec la mort de Louis XIV en 1715. Le 17e siècle est marqué par la naissance de la science moderne. Voilà, vous aurez compris que c'est la naissance de la science moderne, vraiment avec Galilée, avec Galilée. Alors je parle ici de voilà, l'époque de Boyle. Alors Boyle, quand on dit Boyle, c'est aussi Boyle et Mariotte. Boyle et Mariotte, c'est un petit peu ah, ces gens-là. C'est l'époque de ces personnes-là, de ces hautes personnalités. Je ne veux pas dire ces gens, mais ces hautes personnalités. On va dire ça comme ça. Alors voilà. Donc, vous voyez que le 17e siècle est marqué par la naissance de la science moderne, avec Galilée, par la guerre de 30 ans et par la poursuite de la colonisation européenne des Amériques. Voilà, donc ça c'est l'époque 1700. Alors beaucoup de luttes, hein, de luttes, voilà, beaucoup de luttes et de guerres et de colonisation, hein. D'ailleurs, c'est ce qui se passe ici. Je vous explique tout ça. Bon, il y a des luttes de territoire, des luttes politiques et des luttes de pouvoir. Voilà, à toute époque, à toutes les époques. Bon, encore maintenant, c'est la même chose, ça ne change pas, hein. Non, non, on n'a pas changé, je veux dire, voilà, l'homme veut séparer le pouvoir, bon, il le fait pour travers de luttes intestines, où c'est les peuples qui souffrent plus qu'autre chose, hein. On dit ça comme ça. De toutes ces époques-là, je veux dire, là où il y a eu colonisation, voire des luttes intestines, voire des guerres, c'est surtout la populace, voilà, qui a population qui
les gens qui, qui ont, je veux dire, souffert, hein. C'est le bas peuple qui a souffert dans toutes ces, voilà, c'est lutte intestine. Alors, ceci étant dit, et tu veux parler ici, donc, d'abord, donc, Robert Boyle, voilà, Robert Boyle, il est là. Alors, Robert Boyle, vous voyez que c'est un physicien et chimiste irlandais, né au château de Lismore, dans le comté de Waterford, en Irlande. Bon, voilà, c'est un Irlandais, hein. Le 25 janvier 1627, mort le 31 décembre 1691. Mais c'est ce que j'ai mis, hein. J'ai mis sa date de naissance. Voilà. Ouais, elle est là, 1627-1691. C'est ce que j'ai écrit. Alors, biographie, Robert Boyle naît dans une riche et noble famille anglo-irlandaise. Il est le septième fils de Richard Boyle, premier comte de Cork, et de sa femme Catherine Fenton Boyle. Après des études au collège d'Eton, il parcourt l'Europe en 1639 à 1644 et prend connaissance de l'œuvre de Galilée. Alors que l'œuvre de Galilée, c'était, je vous ai dit, voilà, au XVIIe siècle, hein. Donc l'œuvre de Galilée à Florence en 1641. 1641. Il apprend ainsi la méthode purement expérimentale qui marqua sa vie scientifique. Maître d'une fortune considérable, il consacre à l'avancement des sciences naturelles. De retour en Angleterre, il s'établit à Oxford en 1654. Il rencontre Robert Hooke, parce que vous connaissez très bien, suivant la loi de Hooke, voilà, célèbre physicien qui l'aide à fabriquer une pompe à air dont Boyle a besoin pour la recherche sur le gaz. Alors, je vous rappelle que c'est le fameux Boyle de la loi de Boyle et Mariotte, hein. Donc, il a fait des expérimentations, voilà, avec les gaz. Oui, on lui a attribué la loi de Boyle, hein, voilà. Une polémique ainsi avec Thomas Hobbes à propos de l'existence du vide. Parce que de toute façon, le vide, c'est très difficile d'en parler parce que imaginer le vide, c'est pas possible, hein. Quand on imagine quelque chose, on imagine toujours quelque chose. On ne sait pas imaginer le vide. Voilà. À partir de 1645, il participe à une société savante bienfaisante qui s'appelle dans ses lettres de Collège Invisible, mais dont il n'indique ni le nom des membres, ni les activités, qui a donné lieu à diverses spéculations, en particulier comme groupe précurseur de la Royal Society. Oui, en parlant du vide, je me rappelle les boules de Magdebourg, hein. Il faut, voilà, donc on a créé un maximum, maximum, un maximum de vide. Il y a toujours des particules là-dedans, mais enfin bref. Il y a des forces immenses. 22 chevaux, quand ils tuent en contre-sens, mais ils ne savent pas coller les boules de Magdebourg, hein. Voilà, si vous connaissez l'histoire des boules de Magdebourg, c'est un petit peu ça l'histoire. Donc, voilà, connaître qu'est-ce que c'est que le vide, créer un petit peu de vide, mais malgré tout, on n'arrive jamais à créer le vide parfait, hein. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Voilà. On sait avoir un vide poussé, mais pas le vide parfait. Voilà. Donc, il y a toujours quelques particules, voilà, qu'on ne saura pas faire, je vous dirais, extraire. Voilà. On dit ça comme ça. Alors, c'est à lui qu'on doit rétablissement de la Royal Society lors d'une réunion 28 novembre 1660 de Gresham College. La décision constituée d'une société royale est confirmée par une première charte du roi Charles, datée du 1 juillet 1662. Puis, dans une deuxième charte, date du 22 avril 1600, voilà, 1600, 1663. Bon, enfin bref. Ici, les travaux. Regardez qu'il a fait la théologie. Hein, ouais, il a fait la théologie. Ensuite, il en est venu à la science. Alors, à sa mort, Boyle a légué de grosses sommes d'argent pour organiser des conférences pour l'accomplissement de la foi chrétienne contre l'incroyance notoire. De nos jours, ces conférences existent toujours. Enfin, les conférences Boyle. Voilà, donc, il était pieux. C'est un monsieur pieux. Voilà, c'est un monsieur qui était pieux. Science. On lui doit le perfectionnement de la pompe à air d'Otto von Guericke. Donc il l'a perfectionné, hein, parce que la pompe, elle reste à Otto von Guericke, hein. Lui, il a perfectionné la pompe de Otto von Guericke. Une connaissance de l'absorption de l'air dans la combustion et de l'augmentation du poids des chaux métalliques dans la calcination. Voilà. Il a en outre rassemblé une foule d'observations qui ont contribué à établir les théories solides. Euh, et là, vous voyez que lors de l'expérience, Boyle découvre en 1662, voilà, la loi dite de Boyle et Mariotte.
Alors Marriott l'a découverte presque en même temps, indépendamment de lui. Il prend la forme de pression à un état 1, pas le volume, d'un système, hein. La pression d'un système à l'état 1, ainsi que son volume dans le même état 1, bon, est égal à la pression du même système à un état 2, fois le volume à un état 2. Donc il y a, si vous voulez, le, vous voyez qu'il y a une constance là-dedans, hein, dans cette loi. P1 V1 est égal à P2 V2 est égal à P3 V3, est égal à P4 V4 est égal à P5 V5, et ainsi de suite. Donc, quand on change donc, quand on fait une transformation, ouais, on a la loi PV égale constante. Alors, c'est un cas particulier des gaz parfaits, hein, ce qui fait PV égale NRT. Voilà, PV égale NRT, où N est, bon, est constant, R est constant. C'est une température constante, et voilà, PV est égal à NRT. Tout est nombre de moles constant, voilà, la loi des gaz parfaits, c'est normal, R est constant, 8,32, voilà. Et P, la température est constante, donc tout est constant, donc il ne reste plus que, donc c'est une transformation à température constante, si vous voulez, ici. Ça, c'est une transformation à température constante. Donc, il a maintenu la température constante et il remonte que, voilà, le PV égale constante. Voilà, et ça, c'est la loi de Gallet, de Boyle, qui a été trouvée en même temps que Mariotte. Donc, c'est la loi de Boyle et Mariotte. Alors maintenant, pour revenir à Antoine Lavoisier, là, on a découvert 31 éléments à son époque. Ah, on avait déjà 31 éléments à son époque, c'est ça que je veux dire. Euh, Antoine Lavoisier, il est là. Alors, Antoine Lavoisier, si devant Lavoisier jusqu'en 1790, est un chimiste, philosophe et économiste français. Vous voyez que c'est un économiste aussi. Mais et c'est de là qu'il va tirer beaucoup les lois des bilans, donc quand on fait un bilan comptable, ben, on peut faire aussi des bilans chimiques et savoir voir que voilà, toutes des relations qui existent quand on fait des bilans. Né le 26 août 1743 à Paris et guillotiné le 8 mai 1794 dans la même ville, il est souvent présenté comme le père de la chimie moderne qui se développera à partir de base de la notion qu'il a établie et d'une nouvelle expérience. Je m'excuse, d'une nouvelle exigence, parce que lui, bon, un comptable, quelqu'un qui travaille dans l'économie aussi, il doit être exigeant. S'il n'est pas exigeant dans ses comptes, bon, il fait n'importe quoi. Donc, voilà, donc il a une certaine exigence déjà à la base, une précision offerte par les instruments qu'il a mis au point. Il a inauguré la méthode scientifique, à la fois expérimentale et mathématique. Voilà, donc en fait, il passe de la méthode de vouloir d'observation, de vouloir comprendre, passage à l'expérimentation et de calcul de des expérimentations qu'il fait. Donc, là, c'est un scientifique, je veux dire, il a tout le panel pour pouvoir corroborer ses observations à un point de vue mathématique. Alors, dans ce domaine qui est au contraire de la mécanique, semblait devoir y échapper. Alors, au-delà des découvertes de l'oxydation, des composants de l'air et de l'eau, de l'état de la matière, ses contributions à la révolution chimique sont à la fois techniques, expérimentales et ép- épistémologiques. Elles résultent d'un effort conscient d'adapter toutes les exigences dans le cadre d'une théorie simple, dans laquelle, pour la première fois, la notion moderne d'élément est présente de façon systématique. Lavoisier a établi l'utilisation cohérente de l'équilibre chimique. Voilà, l'équilibre chimique. L'équilibre chimique. Utiliser ses recherches sur l'oxygène, dont il a inventé le nom, voilà, l'oxygène, l'azote et l'hydrogène. L'oxygène, l'azote et l'hydrogène. Alors, 3 éléments. Alors, je vous rappelle que, justement, ces éléments-là, hein, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote, bon, manque carbone, hein, bon, carbone, ça, CHON, c'est la chimie organique, hein. Ce sont des éléments de chimie organique, hein. Ils tournent. CHON, carbone, hydrogène, oxygène et azote, ce sont des éléments de chimie organique. Alors, ici, donc, l'oxygène dont il a inventé le nom, c'est l'oxygène qui provient de Lavoisier, ce mot-là. Voilà. Ensuite,
L'azote et l'hydrogène, pour renverser la théorie phlogistique, contribuent au développement de nouvelles nomenclatures chimiques qui soutient ce qui se révélera inexact, que l'oxygène est la constitution essentielle de tous les acides. Ah, ça, c'est faux. Vous voyez qu'il, là, il s'est trompé. Donc, pour vous dire que un scientifique n'a pas la science infuse. Il peut se tromper. Un scientifique, bien qu'il dise, mais on va dire, un scientifique peut donner des lois, mais parfois il peut dire des bêtises. Alors, il peut dire des bêtises, il n'y a pas de problème, du moment que je veux dire, c'est des essais. On peut faire des essais. Quand on fait des essais, ben, si on te fait une trouvaille, tant mieux. Ouais, sur 10 bêtises qu'on dit, sur les 10, on te fait une trouvaille, c'est magnifique. C'est comme quand vous jouez au loto, ben, vous allez jouer au loto, vous faites 10 fois des mauvais numéros, et vous faites une fois le loto gagnant, ben, vous êtes un grand gagnant. Vous êtes content d'avoir gagné. Voilà. Ben, ici, c'est la même chose. On peut faire des erreurs. Alors, l'expérimentation, c'est ça. C'est tester. Voilà, si on fait des bêtises, on s'en fout. On suit des chemins, ben, on ne sait pas sur quel chemin suivre, d'autant plus que les connaissances de base ici n'étaient pas fort évoluées. Donc, il faut bien se cantonner à des voies. Si les voies ne marchent pas, on fait autre chose. On change de voie. Alors certains prendront déjà des voies établies par certains savants pour les continuer et essayer de trouver quelque chose dans une des voies faites par des savants précédents. Mais en tout cas, on fait on perce des chemins, voilà, qu'elle soit bête ou pas, on s'en fout. Ouais. C'est essayer qui compte. C'est essayer qui compte. C'est essayer de ces voies. Alors, si on il y a rien à la fin de ces voies-là, on va dire comme c'est comme un chemin, hein. Un chemin, vous avez des chemins sans issue. Une impasse, vous vous retrouvez sur une impasse, vous reculez en arrière, vous prenez un autre chemin, c'est pas un problème. Donc on peut se tromper en science. On peut se tromper, c'est pas un problème. Se tromper, c'est pas un problème, c'est essayer qu'il faut faire. C'est tout essayer. Voilà, si on a essayé, c'est déjà ça, on voit qu'on a fait des bêtises, qu'on se mène à rien, ben on recule en arrière. On a perdu un petit peu son temps, ben voilà, on revient en arrière, c'est pas un problème. Voilà. Donc, il est précurseur de la stoichiométrie, voilà, stoichiométrie, les réactions chimiques, bien sûr. Il a surtout traduit des réactions dans les équations chimiques, ce qu'on appelle les équations de bilan, voilà, qui respectent la loi de conservation de la matière dans celle-ci, une solide assise expérimentale, effectivement. Bon, alors, financier de son métier, vous l'aider, hein, soucieux d'établir des statistiques précises, utiles à ce qu'il nomme la suite de Condorcet l'arithmétique politique. Il était sollicité par l'administration royale et révolutionnaire sur de très nombreux sujets, depuis l'instruction publique jusqu'à l'hygiène, en passant par le système monétaire. Il a aussi produit dans la lancée de Joseph Bach la première théorie expérimentale de la chaleur, à travers l'étude non seulement de la combustion, mais aussi de la respiration et de la fermentation. Voilà. C'est plus ou moins trois mêmes choses, hein, combustion, respiration, fermentation. C'est un petit peu les mêmes, voilà, les mêmes réactions qui rentrent en jeu. Voilà. Fermentation des sols. Alors, ces œuvres majeures restent le traité. Voilà. Alors là, il vous parle de l'enfance. Bon, premier général, régisseur de tout. Alors, vous voyez qu'en 1784, Lavoisier fait partie d'une commission nommée par Louis XVI pour étudier la pratique du magnétisme animal avec le médecin Joseph Ignace Guillotin. Bon, c'est définir Ignace Guillotin, qui est monsieur, je crois que c'est celui qui a inventé la guillotine. Alors, bon, il s'est approché de quelqu'un de très dangereux parce que il s'est fait guillotiner au bout du compte, hein, Lavoisier. Et bon, à mon avis, c'est ce médecin-là qui a inventé la guillotine, à mon avis, hein. Alors, voilà. Donc, l'astronome Jean-Sylvain Bailly et l'ambassadeur des États-Unis en France, Benjamin Franklin. Bon, fort connu aussi, Benjamin Franklin, des scientifiques, hein, notamment avec son cerf-volant, quand il s'est fait électrocuter par un cerf-volant, quand il y avait on appelle ça, des éclairs. Alors, maintenant, la révolution en 1700, il s'est trop approché, on va dire, du pouvoir, on va dire ça comme ça. Parce qu'il s'est fait condamner, exécuter, hein.
Lavoisier dont l'image est associée, alors qu'on a eu toujours besoin de lui pour des missions bien précises, notamment qui étaient en relation avec la science, bah, ici, ils l'ont exécuté en finalité. Voilà. Lavoisier dont l'image est associée à la dévaluation qui a suivi la transformation des assignats en monnaie de nécessité et qui aurait profité aux émigrés et dénoncé aux autorités révolutionnaires avec 27 autres fermiers généraux comme traîtres à la nation, par André Siméon, Olivier Dupin de Beaumont. Le député Lesne, responsable des exécutions, ancien employé de l'affaire. Il était incarcéré avec son beau-père, voilà, Jacques Paul, le 28 novembre 1793 à la prison de Port-Libre, et accusé d'avoir spéculé contre l'intérêt des citoyens, l'ennemi du peuple de Villepinte, comme trafiquant de tabac, flatté par de mauvaises conditions de stockage. Il est condamné à mort 5 mois après son arrestation, le 5 mai 1705, malgré la courageuse défense de son disciple et collaborateur Donald Allais, ayant demandé un sursis pour pouvoir achever une expérience, il sera entendu. Il va répondre, répond- euh, alors, le tribunal révolutionnaire, euh, avec Monsieur Jean-Baptiste Coffinhal, regardez ce qu'il répond. La République n'a pas besoin de savants ni de chimistes. Le cours de la justice ne peut être suspendu. Donc après, voilà, donc ça veut dire que la justice est au-dessus de tout, même de la science, etc. Ouais. Il est guillotiné, place de la Révolution, voilà, à l'âge de la cinquantaine, euh, en même temps que 27 anciens fermiers généraux. Son corps dépouillé est empilé dans la fosse commune euh, des Eranis. Le lendemain de l'exécution de Lavoisier, le grand mathématicien Louis de Lagrange commente: il ne leur a fallu qu'un moment pour faire tomber cette tête, et 100 années peut-être ne suffiront pas pour en reproduire une semblable. Ouh là là, vous avez vu ce qu'il a dit Lagrange, hein? Ça, c'est une phrase d'un grand mathématicien, vous voyez ce qu'il a dit Lagrange. Il ne leur a fallu qu'un moment pour faire tomber cette tête, et 100 années peut-être ne suffiront pas pour en produire une semblable. Effectivement. Bon, ouais, on va dire ça comme ça. C'était quelqu'un de très, très intelligent, mais qu'on a on a fait la bêtise d'être décapité pour certaines raisons, voilà, politiciennes et juridiques, et voilà, de jalousie et de tout ce qui va avec. On va dire ça comme ça. Alors, maintenant, je vais arriver ici pour Lavoisier. Lavoisier. Mendeleev, je m'excuse. Mendeleev, je m'excuse. Mendeleev. Bon, donc, Dimitri Ivanovitch, vous voyez comment il a écrit Mendeleev ici. Mendeleev, c'est Mendel comme Mendel, comme voilà, le biochimiste Mendel, le pasteur et biochimiste, ah, le biologiste Mendel, je m'excuse, hein, pasteur et biologiste Mendel. Euh, eh ben, c'est un petit peu comme ça, Mendel, mais bon, on peut l'écrire de plusieurs manières, comme je l'ai dit, hein. Mendeliev. Mais ici, ils l'ont marqué avec E, I-, V. Parfois écrit Dimitri en russe, l'époque, voilà, bon, en russe, il est marqué Dimitri. Ouais, c'est le russe d'époque en plus, hein. C'est le russe d'époque. Parce qu'en russe moderne, c'est Dimitri Ivanovitch Mendeliev, voilà. Mende- Mendeliev, Mendeliev, voilà. Bon, voilà. Alors, né le 27 janvier 1834, 8 février dans le calendrier grégorien à Tobolsk, et mort le 20 janvier 1907 dans le calendrier grégorien à Saint-Pétersbourg. C'est un chimiste russe, voilà. C'est Saint-Pétersbourg. Alors, j'ai bien dit ça, hein, j'ai bien dit 1834-1907, hein. 1834, voilà, est mort en 1907. C'est bien ce que j'ai dit. Voilà. Il est principalement connu pour son travail sur la classification périodique des éléments publié en 1869. Alors moi j'ai marqué 1869, mais c'est 1869. Voilà, ici il est marqué 1869. Bien sûr, c'est 1869, 1870. On dit ça comme ça.
Voilà. Et également appelé le tableau de Mendeleïev. Il déclara que les éléments chimiques pouvaient être arrangés sur un modèle qui permettait de prévoir les propriétés des éléments encore non découverts. Voilà, donc en fait, il a laissé des cases vides, hein. Il a laissé des cases vides et il savait bien ah, que les éléments, les prochains éléments allaient se trouver dans les futures cases vides. C'est pas parce qu'il a trouvé, voilà, c'était classé par ordre des Z croissants, c'est-à-dire voilà, des numéros atomiques croissants, hein. Mmh. Alors ça, je vais discuter, hein. Est-ce que les masses atomiques croissantes sont les masses atomiques? Est-ce que les Z croissants, c'est-à-dire les numéros atomiques, sont les masses atomiques croissantes? Je verrai qu'il y a quand même comment, on va dire des éléments qui ont été, je veux dire, on n'a pas forcément un ordre comme on pourrait croire, quasiment à 100%. Vous allez voir qu'après, il y aura des petits, comment on appelle ça, des petites inversions à faire, des petites inversions. Je le verrai quand je verrai la table de Mendeleïev. Voilà. Alors, Mendeleïev est né à Tobolsk en Sibérie. Il était il était cadet de nombreux enfants. Pavlovitch Mendeleïev et de son épouse, née Maria Dmitrievna Gomilieva, le 12e selon Michael Gourdin, historien des sciences. Il entre à l'âge de 15 ans au lycée Tobolsk après la mort de son père en 1849. La famille, devenue pauvre, s'installe à Saint-Pétersbourg. Voilà. Et c'est là-bas qu'il y a l'université que je vous ai dit. C'est l'université de Saint-Pétersbourg, où il y a le fameux tableau de Mendeleïev, je veux dire, au niveau d'une des classes, en très grand. Très grand. Et Dimitri entre à l'université en 1850. Après avoir reçu son diplôme, il contracte la tuberculose, ce qui l'oblige à se déplacer dans la péninsule criméenne, donc en Crimée, hein, près de la mer Noire, en face de la Turquie, en fait, voilà, en 1855, où il devient responsable. Donc, vous voyez qu'il est parti de la Sibérie pour revenir un peu plus vers l'Europe. Voilà, c'est comme ça. L'Europe orientale, bien sûr, hein. L'Europe orientale. Ah, c'est dans cette ville qui dit Lachemy est diplômé en 1856. Mais à ses 25 ans, il vient travailler à Heidelberg avec des savants comme Robert Bunsen. Alors, si vous connaissez le bec Bunsen, hein, c'est Robert Bunsen, voilà. Gustav Kirchhoff. Alors, ça, c'est les lois de Kirchhoff aussi, lois de Kirchhoff. C'est tous ces contrats-là. En 1859 et 1861, il travaille sur la densité des gaz. C'est très important, hein, la densité des gaz, ça permet de connaître les gaz. Si on sait déjà classifier par la densité des gaz, on peut connaître la dénomination des gaz. Parce que chaque gaz a sa propre densité, chaque corps a sa propre euh, densité. Alors, densité d'un gaz, c'est la densité, c'est le rapport de la masse volumique du gaz sur la masse volumique de l'air. Alors que la densité d'un liquide, c'est le rapport de la masse volumique du liquide par rapport à la masse volumique de l'eau. Donc, il faut toujours une référence. Si c'est un gaz, la référence, c'est la masse volumique de l'air. Et si c'est un liquide, c'est la référence, c'est la masse volumique de l'eau. Et c'est par rapport à ça qu'on définit une densité. On compare tout par rapport à l'eau. Voilà, si c'est un liquide et on compare tout par rapport à l'air si c'est, comment on appelle ça? Un gaz. Alors, en 1863, après son retour en Russie, il devient professeur de chimie à l'Institut des technologies à l'Université de Saint-Pétersbourg. Il épouse cette même année Feodzova Fisa Nikititna Tchesva, voilà, 1828-1905, voilà, à l'église de l'Université technique du génie militaire où il a enseigné. Ce mariage se solide par un divorce en 1882, environ un mois après son second mariage à Anna Ivanovna Popova, 1860-1942. Voilà. Et en 1964, il soutient sa thèse de doctorat intitulée Considérations sur la combinaison de l'alcool et de l'eau. Il est nommé professeur de chimie minérale de l'Université de Saint-Pétersbourg. Et c'est là-bas qu'il y a son tableau. Son fameux tableau. Et voilà, ici on a une forme de tableau périodique Mendeleïev, voilà, de la version anglaise de son ouvrage de référence. Là, vous voyez, il a fait aussi hein, un ouvrage de référence 1891 basé sur la cinquième édition russe. Voilà, et là, vous voyez The Periodicity of the Elements. Alors,
On en retrouve ici, je sais pas combien. Je peux les compter, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Voilà, l'uranium était contenu. Bon, ici, il dit 67, 67, mais j'ai dit combien d'éléments étaient connus. Bon, peut-être que j'ai fait une erreur de comptage. Euh, 67, environ 60 éléments, voilà, 67, 68, 67, 68. Oui. Ici, j'ai mis environ 60 en 1850, et Mendeleïev, voilà, c'est en 1869. Donc, bon, à mon avis, de 1850 à 1869, il y a 6, 7, on va dire 8 éléments en plus qui sont venus s'ajouter aux 60 éléments existants. En gros, en gros, c'est ça, 8 éléments en plus. Mais bon, maintenant, on va voir lesquels qu'on connaissait, hein. Alors, vous voyez qu'il y a une propriété qui était connue, hein, voilà. Il y avait des rapports, voilà. Hum, euh, Alors, vous voyez qu'il y a le symbole, ils avaient déjà mis le symbole, hein. Par exemple, ici, on voit bien qu'ils connaissaient déjà l'hydrogène, voilà, le lithium, le beryllium, ils connaissaient le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor, le sodium, le magnésium, l'aluminium, voilà. Attention qu'ici, c'est pas du silicone, hein. Quand ils vous disent silicone, c'est en anglais. Ici, c'est c'est silicium. Voilà. Le silicone qui vous dit c'est pas du silicone, voilà, c'est du silicium. Après, bon, il y a le phosphore, le soufre, le chlore, le potassium, le calcium, voilà, le sélénium, le titane. Vous connaissez déjà le titane à cette époque-là. Voilà, le vanadium, le chrome, le manganèse, le fer, le cobalt, le nickel, le cuivre, le zinc. Bon, non, le cuivre était connu depuis très longtemps, hein, tout de suite, le fer, cuivre, etc. Beaucoup de choses étaient connues depuis très longtemps. Euh, Voilà. Le zinc, gallium, germanium, l'astate, le sélénium, le brome, le rubidium, le strontium, le lithium, zirconium, le niobium, le molybdène, voilà, le ruthénium, le rhodium, le palladium, l'argent, le cadmium, l'hydrogène, l'antimoine, le tellure, l'iode, euh, le césium, le barium, le lantane, le cérium, voilà, l'ytterbium, le tantal, voilà, tungstène, l'osmium, l'iridium, platinum, enfin le platine, l'argent, le mercure, le thallium, euh, le plomb, le bismuth, le thorium et l'uranium. Ils connaissaient déjà l'uranium, hein. Ouais, ouais. À cette époque, ils connaissaient déjà l'uranium. Donc, bon, maintenant, si je prends par exemple tous les éléments radioactifs, la majorité les connaît, je sais pas, si je prends par exemple l'Einsteinium, voilà, ils connaissaient pas l'europium, le neptunium, l'uranium si, hein, mais le neptunium non. L'uranium du nom d'Uranus, hein, voilà. Neptunium du nom de Neptune, et plutonium du nom de Pluton. Donc, ils connaissaient pas ils connaissaient que l'uranium dans le tas, bien sûr, le thorium aussi. Thorium, l'uranium, ils connaissaient. Voilà. On est en 1869, pas loin des savants atomistes, hein, donc qui ont travaillé beaucoup avec l'uranium. Voilà, donc, en tout cas, le francium, non, je l'ai pas trouvé, voilà, dubnium non plus, le borium, l'acium, le métnérium, le darmstadtium, le röntgenium, röntgenium, de Röntgen, de monsieur Röntgen, Copernicesium, de monsieur Copernic. Voilà, et ainsi de suite. Moscovium, voilà, tout. Voilà, Livermium, Ténécine, Organesson. Voilà, tout ça, bon, ils ne connaissaient pas. Bon, il y a beaucoup des éléments. Bon, c'est vrai qu'ici, ce sont des éléments très utilisés, hein, ceux-là. Les plus utilisés, euh, c'est les plus utilisés. Donc, là, ils avaient déjà quasiment par des éléments.
les plus exploitables, je veux dire, sur terre, hein. Alors carbone, bien sûr, normalement, carbone, oui, carbone est là. Alors vous voyez, le fameux là, quand vous voyez 4, 3, 2, 1, c'est là qu'il commence à voir qu'il y a, vous voyez que le fait d'écrire ceci, regardez bien, pour l'instant, vous voyez qu'il est marqué 4, 3, 2, 1, et ça fait une espèce de, et c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui revient à chaque fois. Ça revient à chaque fois. Avec ce qu'il a écrit là, la composition des oxydes salins, R2ON. Alors, R2ON, ça c'est l'oxyde, formation d'oxyde. Par exemple, si je prends l'hydrogène, et donc c'est grâce à l'oxyde qu'il va trouver la valence, hein. La valence de l'élément qui va aller avec lui, hein. R2ON. C'est pas les oxydes, hein. Ah ouais, ça c'est sa fameuse formule, c'est la fameuse formule, voilà, sur les oxydes, et on connaît au travers des oxydes ah, la valence, et donc, au travers des valences, il peut commencer à avoir une certaine valence, une combinaison de valence qui revient assez souvent. Donc regardez bien, je vais essayer de le copier. Alors, ce qui va m'intéresser, en gros, ceci, hein, pas plus. Ouais, donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui revient à chaque fois. Il y a quelque chose qui revient à chaque fois. Tout à fait. Il y a une périodicité qui apparaît, hein, et ça fait ceci. Bon, j'ai mal fait. Ça fait ceci. Ici, ça fait ceci. Ceci. Bon, si on partirait comme ceci. Vous voyez que chaque fois, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça descend. Donc là, il va entrevoir quelque chose qui revient à chaque fois. Ouais, qui pourra casser. Alors, ils avaient aussi le poids atomique, hein, atomic weight. Donc, il y a suivant le poids atomique, là, il y a quelque chose qui revient à chaque fois. Suivant le poids atomique, ça revient à chaque fois. Donc, si ça revient à chaque fois, ça veut dire qu'il y a voilà, une remontée, puis une redescente, une remontée, puis une redescente, une remontée, puis une redescente. Voilà, mais ça, je verrai en détail. Voilà comment on a pu faire ceci. Alors, bien sûr, comme je vous ai dit, le fameux, là, c'est avec l'oxygène, c'est trouver la balance. Par exemple, si je prends un exemple, un instant, parce que, voilà. Par exemple, je prends l'hydrogène. L'hydrogène, il est valence 1. L'oxygène, voilà, on va marquer, quand l'hydrogène est de valence 1, pour former l'oxyde, il suffit de faire H,
O, alors, c'est toujours 2. Ici, c'est toujours 2, hein. Il le dit, c'est F2. Il est marqué, vous voyez qu'il est marqué F2, R2ON. Voilà, c'est R2ON. Alors, ici, c'est toujours 2. Alors, si je mets 2, maintenant, je cherche la balance de l'hydrogène. La balance de l'hydrogène, c'est 1. Il suffit de mettre le 1 ici. Ça donne H2O. Voilà. Donc, on sait bien que l'hydrogène de valence 1. Alors maintenant, je vais reprendre un autre. Bon, je m'excuse parce que j'ai un petit problème informatique. Bon, j'ai un petit problème informatique. Mais voilà. Enfin, je vais continuer autrement. Ici, si je marque F2ON, maintenant je prends un autre élément, je prends le sodium. Le sodium, lui, qui est monovalencé. Donc, il faut écrire Na2 toujours, Na2, et la valence voilà, du sodium, c'est 1. Donc, c'est Na2O1. Voilà. Et c'est toujours comme ça, hein. Voilà, il suffit de mettre sur le O. Il faut toujours mettre l'élément, qu'il soit métallique ou non métallique, vous mettez toujours 2. Vous mettez toujours 2. Et pour l'oxygène, ben, vous mettez la valence de l'élément métallique ou non métallique. Mais le problème, c'est qu'on peut avoir plusieurs valences pour beaucoup d'éléments. Donc, on aura plusieurs composés, si vous voulez, qui vont se former. Et c'est ça, cette fameuse formule qui a marqué R2N. Ce fameux ici, R2N. R2ON, je m'excuse, R2ON. C'est ça qu'il a marqué. C'est ce fameux truc-là. C'est la réaction avec les oxydes. Donc, ça va donner soit l'oxyde métallique ou l'oxyde non métallique. Et à partir de là, ben, je veux dire, alors il avait déjà les poids atomiques, comme je vous ai dit, hein. Les poids atomiques, il les avait. Et ils avaient déjà attribué aussi. Oui, donc d'un côté, là-bas, ici, c'est avec l'hydrogène. Là, ici, c'est une composition avec l'hydrogène. Voilà. Et là, c'est une composition avec. Alors, avec l'hydrogène, c'est RH. Et là, bon, vous aurez compris que c'est l'acide, hein, ici. C'est l'acide. Alors que là-bas, c'est l'oxyde. Là, bien sûr, ils ont mis un, un composant organométallique, hein, et avec l'hydrogène. Donc, voilà, à partir de certaines compositions, il s'est attribué, je veux dire, voilà, des valences et des choses comme ça. Non, merci.